C'est l'ambiance chez Cookie. J'ai dansé aussi, mais je vous montre pas, c'est moins bien. Donc c'était une petite salle d'attente sympa. Comme je dis, là, on a tous des grosses journées. C'est le Covid, c'est pas drôle. On prend soin de nos patients comme on peut. C'est pas le voilà. Donc le soir, c'est Cookie et quitte à apprendre, autant apprendre en s'amusant. Voilà, moi je fais partie des gens qui savent pas trop tenir en place à l'école. Voilà, et c'est toujours pénible, ces cours très rigides. Là, ici, on est là pour s'amuser et apprendre en même temps. On voit que c'est possible. On a déjà essayé, on a déjà fait 2 belles saisons. Et donc, on a la 3e saison. Et alors, je vais vous présenter un petit peu cette saison. Alors, juste, pardon, j'ai une petite manœuvre à faire. Voilà. Donc, alors, c'est totalement différent encore cette saison-ci. Normalement, vous voyez mon écran, oui. C'est qu'on a voulu faire appel, d'abord, il y a plein de choses, que à des chercheurs qui sont impliqués activement dans des projets de recherche, qui vraiment font cette recherche que nous, on utilise en cabinet. Et l'autre chose, c'est Attends, Pierre-Luc, il faudrait que tu coupes ton micro. Je ne sais pas si Pierre-Luc m'entend. Oui, super, merci. Alors, donc, on a des gens qui sont activement dedans et qui enseignent, qui sont impliqués parce qu'ils aiment ça. Et en même temps, ce sont des cliniciens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. L'autre chose, c'est qu'on se plaint toujours que la recherche, c'est en anglais. Oui, mais je lis pas l'anglais. Oui, mais tout est en anglais, machin, machin. Là, tout est en français. En VF, du début à la fin, tout est en français. On a des chercheurs du Canada, de Suisse, de France. On avait même un Belge, mais il n'a pas pu être avec nous. Tim, on pense à toi. Donc, on le verra peut-être dans une autre saison sur autour de l'ATM et tout ce qui est ORL, les choses comme ça. Bref, donc là, on a des chercheurs actifs, tout est en français. L'autre chose de particulier, c'est que on a prévu, d'abord, on considère qu'on est tous là pour apprendre et donc on a gardé des tarifs étudiants pour tout le monde. Vous l'aurez remarqué, c'est 18 € le webinaire. Avant, c'était 15, 18. Pourquoi? Parce que à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, on met 5 € de côté. On constitue une bourse. Donc, on met 5 €. Donc, nous, on met 2 € de notre poche. Vous mettez 3 €. Et on constitue une bourse. Et à la fin, tout cet argent vient alimenter une bourse qui, à la fin, va servir à soutenir des projets de recherche. Donc, on va faire un appel d'offres. Tous ceux qui veulent ostéo pourront participer à ça, à cet appel d'offres. Les offres seront revues par l'équipe là qui constitue cette saison. Et avec des critères, ils vont sélectionner 2 ou 3 projets, suivant aussi l'argent disponible. Ça va pas faire énorme, mais quand même, ça pourra faire assez pour soutenir des gens qui sont impliqués dans la recherche. Et donc, un des buts également de cette saison, c'est d'abord, comme toujours, de s'informer en s'amusant. Donc, vous allez voir, on a des beaux visuels, c'est normal, des gens qui sont intéressants à écouter aussi. Et l'autre chose, c'est aussi ça vous montrer que c'est possible. C'est-à-dire que parfois, on est dans notre cabinet, donc ça va alimenter notre pratique, ça va nous aider à réfléchir, on saura que des trucs existent qu'on ne savait pas que ça existait avant. Et aussi, ça peut donner des idées peut-être à des étudiants qui vont nous suivre, dire tiens, moi aussi, je ne savais pas qu'on pouvait avoir ce parcours-là. Tous les chercheurs qui sont là ont été comme vous et moi sur les mêmes bancs de la même école et à un moment, petit à petit, ils auront l'occasion d'expliquer comment ils se retrouvent à faire ça. Donc voilà, on a toute cette particularité de cette série avec cette bourse-là qu'on constitue. Et donc, en vous inscrivant au webinaire, vous participez, vous soutenez activement la recherche, ce qui est assez nouveau en ostéo et on est fiers de ça également. Donc, je vais assez vite passer la main à Pierre-Luc l'ermite. Pierre-Luc, tu devrais activer ta caméra et ton micro maintenant, et parce qu'on va vous présenter les épisodes par ordre chronologique. Autre chose, après je te passe la main Pierre-Luc, c'est que on a fait un esprit un peu plus détente que pendant le confinement. On avait des webinaires toutes les semaines, c'était assez chargé pour tout le monde, pour vous comme pour nous. Là, on va s'étaler dans le temps en mode cool. Et donc, il y a un webinaire grosso modo toutes les 3 semaines. Là, on a Pierre-Luc aujourd'hui, puis on démarre en janvier. Et à raison d'un webinaire toutes les 3 semaines, avec chaque fois 2 séances. J'ai oublié de préciser ça. 2 séances, donc une séance le mardi, une séance le jeudi ou une séance le mercredi pour que vous puissiez choisir le jour qui vous arrange. Donc, pour chaque webinaire, il y a 2 séances comme au cinéma. Et donc, avec ça, on va s'étaler jusqu'au mois de mai et les dates seront affichées en même temps que le diapo. Là, je passe la main à Pierre-Luc. Pierre-Luc, je te laisse présenter ton webinaire. On m'entend comme ça ? Oui, on t'entend très bien.
Super, donc bonjour à tout le monde. Donc je suis très content d'être dans cette saison 3 du Cookie Learning, donc je suis même, on pourrait dire très content d'avoir été retenu dans le casting pour cette saison 3 en quelque sorte. Donc je suis déjà intervenu, je suis ostéopathe, je suis aussi docteur en droit, donc le droit c'est toujours une discipline qu'il faut appréhender en deux temps. En général, dans un premier temps, il y a toujours cette idée que c'était quelque chose d'assez soporifique, assez fastidieux, et puis un jour on a un problème et on se rend compte que finalement soudainement, ça apparaît comme quelque chose, au contraire, de très précieux et d'hyper utile. Toujours est-il que pendant cette thèse de doctorat, j'ai fait une thèse très théorique, et donc j'ai fait de la philosophie du droit. Et en faisant de la philosophie du droit, en fait, j'ai aussi fait de la philosophie des sciences, c'est-à-dire fréquenter régulièrement des disciplines qui s'interrogent sur les conditions qui font qu'une science est une science. Ce qui s'appelle l'épistémologie. Donc c'est un mot un peu pompeux, mais c'est un mot un peu à la mode qui donne aussi tout de suite l'impression de faire quelque chose de très sérieux dès qu'on l'invoque généralement. Et faire de l'épistémologie, ça a le vent en poupe. Parce que c'est une discipline qui ouvre un peu le champ des possibles. Donc la discipline médicale en est en général très effrayante, donc ça m'est arrivé après la thèse de faire beaucoup de congrès qui n'avaient rien à voir avec l'ostéopathie, parce qu'on se rend compte que finalement tout peut être remis en question, questionné, et donc ça permet d'ouvrir la réflexion. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'appliquer ces outils de philosophie des sciences à l'ostéopathie. C'est pour ça que j'ai écrit donc le livre sur lequel Marco m'avait gentiment déjà interrogé, pour finalement beaucoup de raisons que j'avais évoquées, des raisons institutionnelles, des raisons de contexte, d'émancipation de la profession et d'identité professionnelle. Et donc finalement, ça permet de se poser beaucoup de questions, dont la principale est peut-être finalement, est-ce qu'on est autorisé à faire de la science, en fait, de l'ostéopathie? Le simple fait de se poser la question montre que la réponse n'est pas automatiquement immédiatement évidente. Et grâce à une approche épistémologique, donc, on est même autorisé à reformuler cette question en se demandant quels seraient finalement les critères qui permettraient de faire de la science d'une discipline qu'on appellerait l'ostéopathie. Et donc, dans l'épisode consacré à ce sujet, on va essayer d'évoquer un certain nombre de sujets assez structurants de cette thématique, c'est-à-dire des arguments récurrents qu'on entend donc par définition assez souvent dans la profession, mais qui pour autant butent et se heurtent et n'arrivent pas à trouver de solution satisfaisante, donc ils demeurent. Donc on se posera par exemple la question, il y a toujours cette petite musique dans la profession de est-ce que faire de la science finalement ça ne va pas détruire l'ostéopathie? Depuis que je donne de la formation pour adultes, c'est un sujet assez fréquent qui revient, où il y aurait cette impression désagréable finalement que, au fur et à mesure que la construction scientifique de la profession se développe, les professionnels se sentent un petit peu dépossédés de leur art, comme amputés en quelque sorte de leurs prérogatives. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir sereinement un débat sur cette question pour savoir finalement, quand on fait de la science, qu'on actualise les connaissances, on se heurte à des dogmes, mais que pour autant, ce que les ostéopathes sentent de manière un peu magique au bout des doigts pourrait tout à fait appartenir à ce qu'on appelle de manière un peu pompeuse la phénoménologie de la perception, et ça peut tout à fait être discuté d'un point de vue scientifique sans problème. Il y a aussi cette idée que finalement, faire de la science, ça confinerait définitivement, ça condamne à faire des essais cliniques contrôlés randomisés en double aveugle. Alors je le dis très rapidement à dessein parce que ce sont des termes parfois considérés comme des choses synonymes. En revanche, on verra qu'entre les essais cliniques, la recherche fondamentale, il y a beaucoup de choses à faire et que on entend aussi parfois que l'ostéopathie, finalement, en ostéopathie, si on fait de l'evidence-based medicine, c'est un petit peu comme si on pactisait avec le diable. On verra qu'en fait, David Sackett, qui en est à l'origine, a bien dit que c'était 3 éléments consubstantiels. C'est à la fois les données actuelles de la science, mais aussi les préférences du patient et l'expérience clinique du praticien. Et qu'on verra que c'est un petit peu l'interpénétration de ces 3 choses qui permet de faire quand même de la science. Et à cet égard, je pense que c'est important de l'aborder. On pourra aussi répondre à d'autres questions comme finalement, la médecine conventionnelle est souvent considérée comme une science et on dit souvent que l'ostéopathie n'en est pas une. Je pense qu'on pourra se poser la question pour savoir finalement, est-ce que ces 2 éléments répondent bien à la définition de ce que c'est qu'une science? On pourra apporter, je pense, des réponses assez claires sur le sujet. On pourra également s'interroger sur l'articulation subtile qui existe entre science et vérité. En quelque sorte, est-ce que la science équivaut à la vérité? Ou est-ce que la science, c'est autre chose? Pour le dire autrement, on peut se demander finalement, est-ce que l'expression de la vérité passe inévitablement par les arcanes de l'expression scientifique? Et on essaiera à cet égard de voir que c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Et puis enfin, on pourra aussi s'interroger sur les outils qui permettent de déterminer ce que c'est qu'une preuve scientifique. Est-ce que toutes les preuves ont la même valeur épistémique ou est-ce que il y a des choses un peu plus hétérogènes et comment sont-elles constituées et comment peut-on les appréhender? Voilà un petit peu tous ces éléments
parmi d'autres questions qu'on pourra aborder sur l'épisode consacré à la science peut-être de la discipline appelée ostéopathie. Merci Pierre-Luc. De toute façon, j'ai prévenu les gens que s'il y avait des questions, vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas. Alors le but, c'est pas de rentrer dans le détail, il y aura bien l'épisode qui sert à ça. Mais si vous avez une question précise ou quoi sur le programme, n'hésitez pas, on aura l'occasion d'en parler après. Donc après Pierre-Luc, donc il y aura les vacances, la trêve de Noël. Et après, c'est Jerry qui va enchaîner avec le deuxième webinaire. Donc Jerry, je te passe la parole. Bonsoir à tous. Nous, dans le deuxième épisode, on discutera de comment est-ce qu'on peut concilier la recherche avec une pratique en cabinet. Et pour ça, en fait, je discuterai un peu de, entre autres, mon chemin de clinicien et comment est-ce que je suis devenu chercheur, un peu de façon, on peut parler de sérendipité, je pense, si on peut en parler, où ça s'est fait un peu par hasard. Et j'aimais beaucoup apprendre les choses. Et au fait de vouloir apprendre des choses, j'ai fait des DU. Et puis après, je voulais apprendre encore plus de choses. Donc, j'ai fait un doctorat. Et en fait, je me suis retrouvé dans une situation où il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur la recherche. J'avais beaucoup d'espérance de pouvoir sauver le monde en montrant à quel point en ostéopathie, on pouvait faire plein de choses. Et puis, en fait, je me suis heurté à pas mal d'obstacles. Parce que, en fait, dans ma formation initiale, j'avais pas eu d'éléments pour comprendre qu'est-ce que la recherche, comment est-ce qu'on monte des projets de recherche, quelles sont les différentes étapes qu'il va falloir qu'on mette en place pour pouvoir évaluer une intervention. Quel est l'intérêt, par exemple, d'une étude qui ne regarde que des techniques, par exemple? Quel est l'intérêt d'une étude de HVT? Alors que nous, en ostéo, on utilise beaucoup plus que des HVT. Et bien sûr, il y a un grand intérêt. Mais tout ça, en fait, je ne le comprenais pas. Et donc, le but de cet épisode, ce sera un peu d'essayer de disséquer tous ces éléments-là pour vous aider un peu à lire la recherche et comprendre un peu les différents éléments de la recherche, mais également essayer de voir quelles sont les choses qui peuvent être utiles en cabinet. Donc, qu'est-ce qu'on a appris sur ces derniers temps au travers, entre autres, des projets que j'ai eu l'occasion de mener ou de collaborer et essayer un petit peu donc de voir tous les éléments qui aujourd'hui peuvent nous aider pour ça. Jerry, super. Et justement, ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit Jerry. L'idée, c'est aussi de découvrir, nous, en tant que cliniciens, un peu la cuisine, qu'on nous fasse visiter la cuisine des recherches. C'est-à-dire comment on fait une recherche. Nous, de l'extérieur, on se dit, bah, tiens, pourquoi ils ne testent pas ça? Il suffirait de faire ça, il y a qu'à, machin. Et de se rendre compte de toutes les nuances, des difficultés qui ne sont pas toujours là où on pense. Et finalement, de sortir beaucoup plus riche et beaucoup plus éclairé par rapport à ce qui est possible de faire. Et finalement, qu'il vaut mieux travailler dans ce sens-là, alors qu'on pensait qu'on avait plutôt besoin de travailler dans ce sens-ci. Et donc, voilà, de mieux comprendre un peu tout ce, comme si on nous faisait une petite visite guidée. En plus de tout le reste, hein, il y a plein d'intérêts. C'est des webinaires tous très différents. Merci, Jerry. Donc là, on va passer après à Paul. Et donc là, c'est la Suisse qui nous rejoint, là, Paul. Donc, je te passe la parole, Paul. Bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir d'être là avec vous tous. Comment présenter une thématique? Je pense qu'il faut commencer depuis le début. Marco, à un moment donné, il dit, voilà, mais ce serait bien que vous présentez votre sujet de recherche. Puis, je me dis, mais en fait, j'ai pas de sujet de recherche. Je suis toujours à l'exploration, à chercher des choses. Puis d'un coup, j'ai réalisé qu'en fait, j'en avais pas choisi. C'est le sujet qui m'a choisi. Et puis qu'il y a une thématique qui a un petit peu suivi mon parcours et qui est au niveau de la perception. Et c'est vraiment une thématique qui tient à cœur parce que c'est quelque chose qui me relie ma curiosité puis ma carrière de chercheur à ma carrière de clinicien. Et il y a aussi une chose assez particulière qui m'arrive ces derniers temps, c'est que j'ai repris de manière plus intensive ma clinique. Et cette clinique, elle se traduit avec aussi plein de nouvelles connaissances qui s'immiscent dans ma pratique qui vient de la recherche. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée d'un coup de partager ce sujet qui ne m'appartient pas du tout. Il m'est apparu comme ceci et puis c'est plutôt lui qui me possède, c'est pas moi qui le maîtrise. Mais que d'un coup, mon parcours neurosciences et autres a fait que j'ai l'impression que c'est utile qu'on en parle. Je tiens aussi à dire que ce parcours et puis la recherche, pour moi, ça a été une leçon d'humilité. Et puis la perception, je trouve que c'est la même chose.
on est humble dans notre perception parce qu'on perçoit les choses, mais différemment des autres. Puis du coup, on est tout le temps confronté à ce que nous, on perçoit, ou ce que les autres, ce qu'on apprend, ou ce que nos patients y perçoivent. Et puis du coup, j'avais trouvé qu'ils avaient une bonne affinité les unes avec les autres. Et puis que j'ai l'impression dans la réflexion, et ce qu'a amené la recherche dans ma vision du monde, ça va plus loin que juste la recherche en elle-même ou ce qu'il y a sur l'ostéopathie, mais que la perception est quelque chose de plus profond, de qu'est-ce qu'on cherche à percevoir, qu'est-ce qu'on cherche à voir chez ses patients. Donc, je vais vous présenter un épisode de 45 minutes où on va entrer dans plusieurs éléments de détail sur des réflexions sur la perception des liens structure-fonction. Est-ce qu'on a tous la même vision de ceci? Il y a aussi le toucher. Est-ce que ça a vraiment un sens? Et puis, d'où viennent mes propres perceptions? Et puis, est-ce que je peux m'y fier ou non? Et puis, est-ce que le toucher a sa place dans la clinique ou pas? Et puis, est-ce qu'on peut voir le toucher comme quelque chose de plus complexe et puis de voir comme une communication? Où là, du coup, la perception, elle est plus que juste le toucher pur, mais plutôt le contexte et les éléments et dans l'interaction. Après, il y a aussi cette notion d'un coup de concevoir la perception sur une perspective plus large. Est-ce que ce qui compte, c'est ce que je perçois moi ou ce que perçoit le patient? Puis de commencer à réfléchir à quelle est l'importance aussi de la perception chez l'autre. Et est-ce que du coup, on peut changer la perception, la sienne, mais aussi celle du patient? Et puis après, je pense de finir un petit peu sur cette ouverture dans la perception qu'on a du monde en tant que clinicien, puis après peut-être aussi en tant que chercheur. Comment on voit le monde, et puis comme c'est un angle, et puis qu'il y a toujours cette curiosité de voir comment d'autres personnes perçoivent. Et puis à la fin, je pense que j'aimerais bien exprimer de tout ce parcours, qu'est-ce que ça m'a apporté, et qu'est-ce que ça a changé, en espérant qu'au travers de cette leçon, ça permet d'avoir une ouverture, et puis que du coup, on puisse se sentir appelé, et puis intrigué et curieux sur la perception et la vision des autres, en ayant l'impression que ça nourrit. Donc ça, je crois que ça résume un petit peu ce que je vais vous présenter au mois de février, en début février. Et je me réjouis vraiment d'interagir avec cette équipe, puis toutes ces personnes qui, vu qu'ils sont là, sont également curieuses et sont enthousiastes à l'idée de percevoir les choses et d'échanger. Merci beaucoup, Paul. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous préciser comment sont structurés les épisodes. Pareil, c'est un petit peu différent des autres saisons. Un épisode va durer environ 1h30 avec 2 parties. Une partie de 45 minutes où l'animateur, qu'on vient de voir, va présenter toutes ces questions, notamment ces questions liées à la perception. Paul, merci beaucoup pour cette présentation. Tout ça, ça donne envie, tout ce qu'on vient de voir. Vous allez voir, c'est encore très différent pour le reste. On va vraiment faire le tour de plein de choses. Donc, on revient aux épisodes. Il y a 45 minutes où le présentateur anime à sa façon, comme il veut, et nous présente quelque chose. Donc, c'est assez bref, c'est fait exprès pour que ce soit concis, que ça reste intéressant sans que ce soit trop long. Et après, il y a 45 minutes pour faire office de questions et carrément de débat. C'est-à-dire, le but, c'est vraiment, vous avez là sous la main des chercheurs, profitez-en, posez-leur vos questions. Et nous, on est vraiment très ouverts, on est en mode informel ici avec Cookie, donc posez les questions, il n'y a pas de questions bêtes, on peut tout poser. Et l'idée, c'est aussi de débattre. Et alors, l'autre particularité, c'est que quand, par exemple, Paul fera son épisode, tous les autres, tous ceux qui seront disponibles, en tout cas, parce que peut-être tout le monde ne sera pas disponible tout le temps, mais dans la mesure du possible, Jerry sera là, Paola, Chantal, Pierre-Luc, ils seront là aussi et ils pourront rebondir sur, et vous les retrouverez d'épisode en épisode, vous allez retrouver toute l'équipe. Quand l'un d'eux présente, les autres sont en support et pourront aussi, donc vous allez voir aussi des débats entre Paul, Jerry, Paola, Mathieu. Et également avec vous. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une partie assez consistante à la suite qui va prendre vraiment une tournure totalement inattendue en fonction de vos questions. Et donc, je répète qu'il y a 2 sessions, comme 2 séances de ciné. Et suivant les 2 sessions seront différentes parce que lors de la session questions-réponses, ça prendra une tournure différente. J'avais oublié d'expliquer ça. Donc là, c'était Paul. Le prochain intervenant, c'est Chantal. Donc là, on passe de la Suisse au Canada, au Québec, à Sherbrooke. Et donc, Chantal, je te laisse activer ta caméra et ton micro si ça fonctionne. Et donc, on a 2 chercheuses québécoises. On a Chantal Morin et Anaïs Beaupré. Je regarde juste si Chantal, tu es là. Ah oui, c'est Anaïs. OK, super. Alors, attends, je passe. Tac, Anaïs.
Vas-y, c'est à toi, on t'entend. Très bien, impec. OK, bonjour à tous. Je suis super excitée, mais aussi ultra fébrile, en fait, là, de me présenter ici devant tout le monde. En fait, moi, mes épisodes vont se faire principalement au mois de mars, là, donc c'est encore un peu un peu loin dans le temps. Mais en gros, le but, c'est vraiment de venir vous informer sur le regard un peu moderne là, de l'approche viscérale. Je voulais surtout aussi débuter sur mon parcours parce que c'est ce qui m'a permis, à partir de mon parcours initial, là, de m'en aller vers une recherche que je fais à l'Université de Sherbrooke, campus Longueuil. Donc, en fait, le lien entre le viscéral puis les maux de dos sont partis, en fait, de un peu ma passion, qui sont les neurosciences. Et cette passion-là, je l'ai depuis longtemps. Moi, je proviens de l'Université de Montréal. C'est tout nouveau que je suis à l'Université de Sherbrooke maintenant. Moi, je faisais un deuxième cycle sur les sciences psychiatriques. Donc, ça avait aucun lien, en fait, avec la douleur, avec l'ostéopathie ou rien de ça. Donc, j'ai participé à un projet qui était la thérapie Avatar, qui était en fait une thérapie qui était assez novatrice en neurosciences où les patients qui présentaient en fait des signes graves de maladie bipolaire ou de schizophrénie et qui étaient en fait qui avaient une difficulté à répondre convenablement à la médication pour les hallucinations auditives, eh bien, le psychiatre avec qui je travaillais, là, Alexandre Dumais, a développé quelque chose de très, très novateur et c'était en fait de conceptualiser les voix de par des avatars informatiques qui permettaient, entre autres, à ces avatars-là d'interagir avec le patient malade. Et souvent, c'est que ces avatars-là permettaient, entre autres, de moduler certaines voies nerveuses qui faisaient en sorte que les patients, au bout de certaines séances, souvent autour de 5 ou 6 séances, les voix que le patient entendait, en fait, s'amenuisaient puis disparaissaient après un certain temps. Donc, c'était assez novateur, c'était assez intéressant, puis c'est de la partie des neurosciences qui m'a toujours un peu vraiment, là, je trouvais ça super intéressant, puis je trouvais ça tellement intéressant qu'ensuite, je me suis intéressée en fait aux douleurs que ces patients-là, puisque j'étais en contact souvent avec la clientèle qui faisait partie de ces études-là avec Alexandre Dumais. Puis, on avait remarqué, entre autres, qu'il y avait plusieurs types de douleurs, des douleurs viscérales, des douleurs musculo-squelettiques, et puis que ces thérapies par avatar-là permettaient, entre autres, aussi de diminuer les douleurs. Et donc, je me suis dit, cliniquement, nous, en ostéopathie, parce que je faisais de l'ostéopathie aussi, c'est à partir de là, de cette notion que la modélisation nerveuse, les modifications, puis tout ce qui était de la neuroplasticité, c'était au cœur, en fait, là, de mon intérêt de recherche. Puis c'est à partir de là que j'ai contacté 2 chercheurs à l'Université de Sherbrooke, puis j'ai lancé mon projet sur déterminer un peu, explorer les effets que l'ostéopathie peut avoir sur les maux de dos, puis le lien entre le viscéral et les maux de dos. Donc, c'est principalement ça, mon sujet. Puis, de par la revue littérature que j'en ai fait, de par le protocole que j'ai pu monter et qui va justement là, débuter, entre autres, au mois de janvier, ça va nous permettre, au mois de mars, là, peut-être là, d'avoir des petites réponses à nos questions, à savoir quelles sont la clientèle qui répond le mieux, en fait, à l'approche viscérale. Dans la douleur, quel est aussi quel est le lien? On pense souvent au lien biomécanique ou mécanique entre les organes et, bien sûr, l'appareil musculo-squelettique, mais c'est pas toujours ça. C'est pas le mode de fonctionnement nécessairement qui est à prioriser. Donc, moi, mon épisode ou mes 2 épisodes, en fait, vont porter littéralement là-dessus, à savoir la douleur qui est ressentie ou en fait, le soulagement qu'on peut avoir avec le traitement viscéral chez certains types de clientèle. Quel est ce type de clientèle en particulier? Le soulagement, il vient de où? Donc, vient-il de ce fameux modèle biomécanique ou ce fameux modèle de corps qui émane des années 70 sur la potentialisation métamérique et tout ça. Donc, c'est à voir sur
qu'est-ce que vraiment on fait en viscéral. Là, j'aurai peut-être pas de bonnes réponses à vous amener, mais au moins un début de réponse pour ça. Et quelle est la place aussi du viscéral au niveau de la recherche, et donc son implication aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on a comme résultats, qui sont des très petits résultats, mais qui démontrent quand même qu'on a une certaine, un certain effet fonctionnel sur la clientèle qui ont des douleurs musculo-squelettiques et qui répondent bien à l'approche viscérale. Donc, c'est principalement sur ça que ça va porter. Merci Anaïs, c'est top, hein. Et c'est vrai que ça, le viscéral, c'est vraiment le truc, un peu c'était le parent pauvre, hein. Nous on en fait de manière empirique, enfin collectivement, mais d'avoir ce côté moderne, recherche, c'est qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui et qu'on a des pistes et tout ça. Moi j'ai hâte aussi de suivre ces webinaires et donc merci beaucoup Anaïs. Il y a juste eu, j'ai permuté un peu tout à l'heure. Anaïs et Chantal. Donc, Anaïs, elle est à Montréal et Chantal est à Sherbrooke, même si Anaïs était aussi maintenant à l'université de Sherbrooke. Et donc, voilà. Donc, Chantal, je te laisse le micro. Anaïs et moi, on va couper notre micro et notre caméra. Donc, Chantal, elle est au Québec aussi. Elle est à Sherbrooke et elle va nous présenter le contenu dans son épisode. À toi, Chantal. Oui, bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve. Je vous ai vu dans l'épisode 2. En fait, on a parlé de l'otite dans cet épisode-là. Puis, j'avais effleuré un petit peu la thématique de collaboration interprofessionnelle. Donc, dans cet épisode-ci, ça me fait vraiment plaisir de joindre tous mes amis chercheurs et cliniciens. Et comme disait Marco, l'idée qu'on fasse les deux, c'est vraiment intéressant. Puis, on essaie vraiment de créer une connexion, recherche et clinique, en fait, ce qu'on fait avec ça. Donc, où est-ce que ça nous mène? Moi, je vais vous amener un petit peu dans le monde de la collaboration et je vous lance comme ça des questions en partant. Donc, juste pour voir un peu l'intérêt que vous pourriez avoir à assister à ce webinaire-là. Par exemple, ça vous est-il déjà arrivé? Est-ce qu'il y a déjà eu des gens dans votre entourage, que ce soit des médecins, des kinés, d'autres professionnels qui vous disent « Oui, moi, là, je vais référer ou je vais collaborer avec les ostéos quand ils auront des données probantes. » Moi, là, j'aimerais ça, que tu me prouves ça, que tu m'amènes un article qui prouve ça. Est-ce que vous avez déjà eu, vous, de votre côté, dire « Ah, moi, là, j'aimerais vraiment ça, rentrer en contact avec cette clinique-là ou ces gens-là, mais si seulement j'avais un article, si seulement il y avait quelque chose qui démontre ce qu'on peut faire, qui démontre notre efficacité. » Ou encore, une autre question, ça pourrait être pour un participant qui dirait, ben moi, j'aime ça la recherche, mais il n'est pas question pour moi d'aller faire de la recherche, d'aller faire un master, une maîtrise ou un doctorat, c'est beaucoup trop. Donc, comment, comme clinicien, je pourrais contribuer à ça? C'est quoi les façons dont je pourrais m'impliquer sans nécessairement faire tout un parcours recherche? Donc, c'est toutes des questions qui pourraient, en tout cas, amener un plus à votre participation. Et où je vais partir avec cet épisode-là, je l'ai divisé un peu en 3 grandes lignes. La première ligne la première phase dans laquelle je vais vous amener, c'est vraiment le monde de la collaboration et particulièrement avec la médecine conventionnelle et les médecines complémentaires, incluant l'ostéopathie. Et là, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'ai baigné, mon doctorat était sur la collaboration interprofessionnelle médecin-ostéopathe. Donc, je vais vous amener dans cet univers-là pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent les autres, qu'est-ce qu'ils s'attendent de nous, qu'est-ce qu'ils aimeraient comme information pour collaborer davantage, c'est quoi leurs besoins à eux pour avoir confiance en nous, les ostéopathes. Donc, je vais faire un petit topo de ce qui a été documenté dans les écrits scientifiques, dans les recherches qui ont eu lieu sur la collaboration interprofessionnelle, juste pour vous donner les bons cues, les bons outils, les bons réflexes pour améliorer la collaboration, parce qu'il y a des choses qu'on sait que ça fonctionne. On le sait que c'est ça qu'ils ont besoin d'entendre pour développer cette confiance-là et établir une relation de partenariat. Donc ça va être vraiment la première partie de mon épisode. La deuxième partie, je vous dirais que j'aurais le goût d'aller vers comment concrètement on peut utiliser la notion d'evidence-based practice, donc la pratique basée sur les évidences. Comment au quotidien un clinicien peut utiliser ça pour améliorer, augmenter, élargir son réseau de collaborateurs. Donc, je vais vous donner des outils très, très concrets, des phrases punch, des structures à utiliser
pour avoir un argumentaire qui se tient, même si on n'a pas toutes les données probantes. Hein, Anaïs le disait, en viscéral, on n'a peut-être pas toutes les données probantes. Encore plus que ça, les articles de Guillaume disaient qu'on n'avait pas de données probantes en viscéral. Donc, comment on bâtit un argumentaire à partir de ce qu'on peut avoir en anatomie, ce qu'on peut avoir en physiologie, ce qu'on peut avoir dans certains case studies. Donc, je vais vous montrer un peu comment utiliser ça, comment bâtir vos argumentaires sans aller trop loin, hein, parce qu'on ne peut évidemment pas affirmer hors de tout doute l'efficacité de l'ostéopathie pour toutes les conditions, mais il y a certains arguments ou façons d'amener les choses qui amènent une ouverture chez les autres professionnels, notamment avouer réalistement que pour telle condition, on n'a pas de données probantes, mais voici ce qu'on a. Donc, je vais vous montrer un peu ça. Et le dernier petit bout, la 3e section de ce webinaire-là, va porter vraiment sur ceux qui aimeraient un peu participer en tant que clinicien. Donc, comment on intègre une équipe de recherche si on veut faire un cursus recherche ou simplement comment, comme clinicien, on peut faire un case report qui soit donc une étude de cas, hein, un cas qui a été super intéressant sur lequel vous pouvez écrire, vous pouvez publier et ça peut aider une multitude de cliniciens ou même aider plusieurs chercheurs à mieux comprendre ou à mieux extraire certaines questions de recherche qui pourraient être bénéfiques puis qu'on pourrait explorer plus loin. Puis bien sûr, je vous dirais, la deuxième partie du webinaire va être vraiment toutes les questions qui vous intéressent sur qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire, qu'est-ce qui nuit à la collaboration, comment utiliser les données probantes, qu'est-ce que vous auriez goût de faire pour contribuer à l'évolution de la recherche dans le réseau. Puis avec mon expérience, là, moi, j'ai trempé un peu partout, autant en enseignement dans le milieu conventionnel de la médecine et de la réadaptation qu'en ostéo. J'ai été affiliée, j'étais l'extraterrestre ostéopathe dans un département de chirurgie pendant ma maîtrise. Donc, j'ai vécu plein de types d'interactions, des gens qui réagissent très positifs, des gens qui réagissent très négatifs, et j'ai développé là, plein de stratégies pour cheminer là-dedans, donc que j'aurais le goût de vous parler puis de partager avec vous. Fait que ça fait le tour là, pour mon épisode sur le partenariat, les réseaux et l'interdisciplinarité. Merci beaucoup, Chantal. C'est top parce que justement, ça montre tout l'intérêt de cette série. C'est vraiment de rendre la recherche accessible et de faire un pont, hein, et d'éviter qu'on ait des chercheurs isolés dans leur labo totalement déconnectés et que nous, cliniciens, inversement, on soit déconnecté de la recherche. Là, ce que Chantal a incarné tout de suite, c'est vraiment comment on peut traduire toutes ces données, comment les peser, les sous-peser pour en faire un bon usage. Et il y a un truc intéressant dont Chantal a évoqué là, c'est que toutes ces données probantes, si on en fait un mauvais usage, ça peut nuire à la collaboration interprofessionnelle. Elle va montrer vraiment comment s'en servir correctement, laisser le doute là où il y a un doute, voilà, utiliser les case reports qui sont des choses qui ont leur place dans la recherche. Donc, voilà. Et on a vraiment ce côté, nous en tant que cliniciens, c'est ça pour moi l'intérêt d'un webinaire, c'est qu'il faut qu'il soit utile et qu'on apprenne des choses en tant que clinicien concrètement. Et là, on a vraiment des choses concrètes. Et donc, ça va être super aussi. Merci beaucoup, Chantal. On a chacun va parler vraiment de son domaine d'expertise. C'est ça tout l'intérêt, hein, en fait, de convoquer toute cette Dream Team. Donc, on va poursuivre notre exploration. Anaïs, tu viens de nous parler. Donc là, ça va être au tour de Paola. On revient en France. Avec Paola qui, elle, va plutôt nous parler de la pédiatrie, parce que c'est des sujets qui lui tiennent à cœur et dans lesquels elle est impliquée. Paola, je te passe la parole. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravie, moi aussi, d'être avec vous ce soir et puis d'être avec tous les autres chercheurs pour cette saison-là. J'avais participé à la saison 1, à l'épisode 3 avec Alexis Guéry sur les outils de mesure des déformations crâniennes. Puisque donc moi, je suis ostéopathe aussi et j'ai un pied en clinique pédiatrique au sein de l'établissement où j'enseigne. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la recherche en ostéopathie, donc ça existe maintenant depuis quelques années, mais là vraiment depuis 10 ans, on a un essor vraiment de la recherche en pédiatrie. Donc il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place avec notamment des très bonnes formations qui existent même en France actuellement, mais on a très très peu de publications encore sur le sujet. Donc là, l'objectif, c'est vraiment dans les mois qui arrivent, les années qui arrivent, de pouvoir faire vraiment de la recherche en pédiatrie.
Le problème de la pédiatrie, c'est qu'on est sur des sujets qui sont un petit peu sensibles, une population sensible. Il y a une autorisation parentale, c'est pas juste un sujet comme les autres. Et donc, on a des petits freins certaines fois à faire les études en pédiatrie et en périnatalité par rapport aux études actuellement qui ont déjà été faites chez l'adulte. Donc, comme Anaïs va le faire au niveau un petit peu viscéral, dans l'épisode sur donc la modernisation du contexte viscéral, moi, je vais faire un peu la même chose, si vous voulez, sur une remise à jour des connaissances en pédiatrie et périnatalité, donc plutôt axé pédiatrie. Et en fait, ce que les gens n'ont pas le temps de faire, c'est-à-dire aller rechercher un petit peu tout ce qui a été fait en pédiatrie, c'est un épisode qui va vous présenter un petit peu ça. Donc, on va mettre à jour les axes de recherche actuels et on va aussi, dans un deuxième temps, essayer de voir ensemble les perspectives et quels sont les thèmes de recherche qui seraient bien d'aborder dans les années futures, notamment sur de la recherche épidémiologique, que ce soit de la recherche interventionnelle. Il y a aussi des projets de recherche en cours sur de la recherche qualitative, avec notamment la satisfaction des parents, puisque l'enfant, il a sa place, mais encore une fois, c'est quand on prend en charge un enfant, il y a aussi la dualité avec le parent. Il y a aussi des case reports qui ont été publiés en pédiatrie. Et puis, il y a aussi toute une partie de l'aspect en recherche qui, même chez l'adulte, n'est pas très développé. C'est tout ce qui est les outils d'évaluation, les outils de mesure. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de questionnaires en médecine, on a beaucoup d'outils de mesure qui sont utilisés en médecine, mais en ostéopathie, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose qui existe. Et donc, dans les axes de recherche notamment qu'on a actuellement, on a des axes de recherche, justement, on essaie de développer des outils pour pouvoir montrer des choses et aussi de créer que ce soit des outils techniques, mais aussi des outils notamment sur des questionnaires ou des grilles d'évaluation, que ce soit sur des troubles fonctionnels, par exemple chez l'enfant, on est sur un gros projet de recherche là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui me tiendra à cœur de vous présenter. Et puis, autre petite parenthèse en ostéopathie pédiatrique, c'est toute la notion de bilan, c'est-à-dire il y a beaucoup de parents qui viennent consulter pour des bilans et qu'est-ce qu'on en fait, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des symptômes associés à ces bilans, qu'est-ce qu'on doit aller rechercher quand il y a ces bilans-là, et donc on fera un petit point là-dessus aussi. Voilà, donc l'épisode moi que je vais vous présenter, donc en plusieurs parties. Il y aura une remise à jour des connaissances et puis tous les projets futurs qu'il y aura en pédiatrie. Super, merci beaucoup Voilà. Paola. Merci beaucoup Paola. Ça me fait penser que un autre intérêt de toute cette série, parce qu'il y en a plein, c'est vraiment un truc à tiroir, ça va couvrir plein de domaines, c'est que aussi de réaliser, nous, cliniciens qui travaillons dans notre cabinet, parfois un peu isolément, de réaliser la multitude de projets en cours. Donc, toutes ces personnes, tous ces ostéopathes, praticiens et chercheurs auront l'occasion aussi, durant leur présentation, de parler de toutes ces recherches qui sont en cours, donc qui ne sont pas encore publiées, mais tous ces projets. Et pour moi, en tant que clinicien dans mon cabinet, ça me réchauffe le cœur, ça me redonne du courage de savoir qu'il y a tout ça, qu'il y a là-bas, il y a quelqu'un qui travaille sur le viscéral, ici sur la pédiatrie, à Londres sur les douleurs de dos ou le placebo ou que ça. Enfin bref, c'est hyper encourageant de savoir qu'on a une communauté ostéopathique avec un renouveau et une dynamique vraiment présente. Et donc, ça peut vraiment nous regonfler à bon escient. Et ça, je trouve ça super. Ça a bien illustré ce côté-là, Paola. Merci beaucoup. Donc là, on va passer la parole maintenant à notre dernier intervenant. C'est Mathieu. Mathieu, il est à Rennes. Et donc, Mathieu, je vais te passer la parole. Tu peux activer. Super. Ouais, impeccable. Tout fonctionne. Super. Je coupe mon micro. Vas-y. Ok. Bonjour à tous. Merci Marco. Ça fait plaisir en fait de pouvoir parler d'ostéo, de recherche dans un cadre qui est un peu moins formel que les congrès et un peu plus convivial, on va dire, et de pouvoir du coup assister à toutes ces présentations. Alors, nous, dans cet épisode 7, notre idée, c'est d'explorer un peu le mouvement au travers des outils modernes de la biomécanique. On sait que la biomécanique a pas mal évolué et que maintenant, on a des nouveaux outils qui permettent d'étudier, d'explorer beaucoup plus le mouvement humain. Et on essaie de répondre à cette question, c'est notamment sur les tests, c'est comment les tests
notamment les tests actifs et bien entendu tous les tests manuels qu'on intègre dans notre raisonnement clinique en ostéo, comment on arrive à percevoir toutes les informations, en tout cas, que ces tests peuvent nous donner. Et la problématique, c'est que tous ces tests, a priori, ils reposent plutôt sur une approche qui est déductive, qui est portée par l'expérience clinique. On en fait notre propre lecture de ces tests-là. Et ils ont peu évolué depuis qu'ils ont été décrits. Et on sait qu'ils ont plein de limites, des limites en termes de reproductibilité, des limites en termes de fiabilité. Et la problématique, c'est qu'on n'a pas de normes, on n'a pas de recommandations pour les comparer et pour justifier de leur utilisation, ou en tout cas en recherche, de pouvoir les tester, les utiliser pour évaluer l'impact de nos thérapeutiques sur nos patients. Alors, pour autant, ce qu'on enseigne à nos étudiants, et je pense que c'est aussi notre quotidien, c'est qu'ils sont un point de repère, ces tests-là, pour le praticien, parce qu'ils nous guident pour trouver une solution thérapeutique, ou en tout cas un plan thérapeutique cohérent par rapport à la plainte du patient. Alors, je pense qu'on a un réel besoin d'explorer un peu de nouvelles dimensions à travers l'interprétation de ces tests cliniques traditionnels. Et à l'époque où ils ont été développés, il y avait plein d'idées et il y a plein de choses en tout cas qu'on peut découvrir par rapport à ça. Et c'est important, je pense, c'est important pour l'évaluation de nos pratiques professionnelles, c'est important pour l'évolution de nos enseignements et c'est important pour la recherche. Et je pense qu'on a besoin, notamment en ce moment, d'identifier des indicateurs, des déterminants qui sont fiables, reproductibles et qui permettent d'évaluer nos prises en charge. Alors, l'hypothèse qu'on a, et en tout cas qu'on essaie de travailler là depuis 2 ou 3 ans, c'est que dans un premier temps, plutôt que de recourir et d'étudier des tests qui visent uniquement à identifier des restrictions de mobilité, peut-être qu'on pourrait en tout cas intégrer des tests, et on en a des tests, qui évaluent la fonction biomécanique, mais de manière plus personnalisée. Surtout sur des mouvements actifs, complexes, qui mettent en jeu plusieurs articulations en même temps, et d'essayer d'étudier un peu comment le patient s'organise par rapport à ce test qu'on lui demande, et qui nous permet en tout cas, nous, d'en tirer des informations, qui vont nous aider pour notre diagnostic ostéo, et qui vont nous aider pour notre plan thérapeutique. Alors, depuis 2 ans, on a développé des méthodologies pour essayer de répondre à ces questionnements-là, en utilisant des outils qui sont plutôt modernes en biomécanique, mais qui sont des outils qui sont un peu classiques maintenant pour l'analyse du sport, pour l'analyse en tout cas des mouvements pathologiques, et notamment la 3D. Et ça nous permet en tout cas d'identifier, en tout cas d'essayer d'identifier des comportements fonctionnels qui sont ou communs à une population, ou un peu différents, et qui permettent en tout cas de voir un peu comme si on avait une grande base de données qui permet de dire, bah voilà, lorsqu'on fait ce test-là, qu'on demande aux patients de faire ce test, on peut s'attendre à avoir cette réponse-là. Ou en tout cas avoir ce type de réponse. Et que si on n'a pas ce type de réponse, peut-être qu'il y a d'autres notions qui rentrent en compte, ou peut-être qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, qui sont importantes à étudier. Bien sûr, il y a des notions aussi de perception et d'interoception qui rentrent en compte dans l'analyse. Et je pense qu'au vu des premiers résultats, parce qu'on est dedans, on est encore en train de travailler sur les résultats pour essayer vraiment de bien identifier tout ce que ces résultats, en tout cas tout ce que ces premières expérimentations nous ont donné comme information, qu'on peut envisager des nouvelles perspectives, au moins pour discuter autour de la compréhension de ces tests, et discuter de qu'est-ce que le praticien met en place dans sa pratique clinique en termes d'interprétation du mouvement. Et il interprète le mouvement. Il a des informations qu'il perçoit. Est-ce qu'il les intègre toutes? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement est tellement complexe, il y a tellement de structures qui se mettent en place en même temps, que peut-être qu'on n'a pas les bons filtres ou la bonne grille de lecture pour certains tests. Et tout l'intérêt, c'est aussi d'essayer de développer en tout cas, ou d'aider aussi les jeunes praticiens à mieux comprendre un peu ce qui est attendu par rapport aux tests, et d'améliorer en tout cas toute la collecte de données quantitatives, de données expérimentales, qui permettront en tout cas aussi de faire avancer la recherche, et aussi de faire avancer les moyens d'évaluation de nos pratiques professionnelles. Et ça, peu importe la technique, en tout cas, peu importe le type de prise en charge. A priori, on espère tous, en tout cas, que nos patients, à la fin de nos prises en charge, ils bougent mieux, ils se sentent mieux, et que la plainte du patient, en tout cas, soit largement diminuée. Donc voilà pour cet épisode qu'on essaiera du coup dès le mois d'avril, en tout cas, vous présenter sur ces 2 sessions. Merci beaucoup Mathieu, merci. Moi je trouve ça hyper intéressant. Comme j'ai dit tout à l'heure, le but c'est de montrer aussi que vous soyez au courant, que nous soyons au courant des
des projets en cours. Et là, Mathieu est en train de nous parler de quelque chose qu'il est en train de réaliser. Et d'ici l'instant où il fera le webinaire, donc en avril, les données seront traitées, il aura les conclusions, les discussions. Enfin, il pourra nous présenter quelque chose de très frais. Donc, Cookie, c'est frais. C'est fait maison et c'est frais. et une autre caractéristique, et c'est ce que Mathieu a souligné, c'est ce côté, alors, dans la mise en place de la présentation qu'on fait là, comme tu l'as bien dit, Mathieu, c'est qu'on n'est pas dans un congrès, un symposium très formel, et c'est pour ça que ça s'appelle Cookie. On a des gens qui sont rigoureux, qui savent de quoi ils parlent et qui ont des choses intéressantes à nous dire, et ils vont le dire de manière rigoureuse, mais de manière informelle. Et c'est ça tout l'intérêt, parce qu'on est le soir et qu'on a aussi le droit de se détendre. Donc, il faut que ce soit utile et agréable. Et donc, je pense qu'on va y arriver, qu'on a la bonne recette pour ça. Merci beaucoup, Mathieu. Et je vois que dans comme ça, j'ai vu que Jean-Louis Boutin est avec nous. Je te salue, Jean-Louis, parce que quand même, tu fais partie des piliers. Je sais qu'on n'est pas toujours d'accord, mais la preuve, c'est que même là, les personnes vont débattre après chaque épisode, et ça a montré que la science est vraiment multiple. Il n'y a pas une grande voie de la science qui nous tombe dessus. Il y a plein de manières de faire de la science de manière rigoureuse, et il y a plein de choses intéressantes à prendre dans des études qualitatives, dans des études de cas, dans des essais randomisés, et de se rendre compte de cette multiplicité, de cette diversité, donc de mieux appréhender, donc ça fera moins peur. Et donc, Jean-Louis, je reviens à toi, parce que tu fais partie des piliers, donc je voulais quand même te rendre hommage, parce que tu as quand même beaucoup de choses pour la profession, et c'est important, on n'a pas toujours l'occasion de te rendre hommage. Voilà, je le fais. Jean-Louis, tu es là, j'ai vu qu'il y a plein d'autres personnes. J'ai vu Léna Kistreberg qui a participé à la première saison. Donc, c'est super de vous voir tous. Et justement, c'est ça. Donc, l'idée, et tout ça va être fait en français. C'est pas tous les jours qu'on a tous ces chercheurs-là en français et disponibles. Et vous avez vu, on a vraiment fait ça dans une démarche d'ouverture, quoi. C'est vraiment pour discuter, pour échanger. Donc, n'hésitez pas à venir pour cette première partie qui est informative, et la deuxième partie qui est sous forme de débat et questions, c'est l'occasion. Et donc, je ne sais pas, j'ai vu qu'il y a déjà beaucoup de questions qui ont été répondues dans la partie questions-réponses. Il y a un élément que je n'ai pas précisé, c'est que c'est important de savoir, les webinaires seront enregistrés et disponibles pendant une semaine en replay. Le replay, c'est surtout là pour réparer les problèmes de connexion. C'est-à-dire, si vous êtes inscrit à un webinaire en live, parce que nous, le but, c'est justement d'avoir cette interaction en live. Donc, on veut vraiment privilégier ça. Donc, venez pour les lives, pour interagir, pour poser aux questions, même interagir entre vous. Et s'il y a un problème de connexion pendant le live, s'il y a un truc qui saute, vous n'avez plus rien, ou il y a un enfant qui pleure, vous devez vous en occuper, vous pourrez accéder à l'enregistrement de votre épisode durant une semaine. Alors, pour des questions matérielles, les épisodes, ça prend beaucoup de place. Il y a des vidéos stockées chez ClickMeeting, on a une place de stockage limitée, et donc on ne peut pas les garder plus longtemps. Si jamais vous ne pouvez pas assister à un webinaire, nous vous conseillons plutôt d'attendre qu'il sorte en VOD, et à ce moment-là, une fois qu'il sera sorti en VOD, vous pourrez y accéder, et bon, il sortira un peu plus tard, donc vous n'aurez pas tout cet accès au live, toute cette interaction, mais je vous conseille plutôt de faire ça et d'attendre que ça sorte. Voilà, c'était pour préciser. Donc le replay, il est inclus, et c'est pendant une semaine. C'est assez pour se rattraper. Je regarde s'il y a d'autres questions, mais je trouve ça vraiment, vous avez vraiment, voilà, je me suis rendu compte en vous écoutant tous d'affilée que ça va être vraiment très intéressant et très varié. Et le petit plus, c'est que Mathieu, qu'on vient de voir là, il sera là quand Jerry parlera. Mathieu, il sera là quand Chantal parlera. Et il aura aussi son mot à dire sur la collaboration interprofessionnelle, Mathieu, même dans la recherche. On parle de collaboration au niveau nous, cabinet, mais aussi dans la recherche, c'est hyper important. Donc, il y a plein d'aspects, et vous allez retrouver cette équipe à chaque fois, d'une fois sur l'autre. Et donc, ce que je voulais aussi vous inviter à faire, c'est n'hésitez pas à diffuser l'info autour de vous, histoire que les gens ne se réveillent pas après. Ah mince, je ne savais pas qu'il y avait ça. Et aussi parce que pour Gianni et RL, oui, et Alexis sont là aussi. Merci Flavie, c'est que j'ai tellement de choses à dire en tête. Je vous salue tous les trois, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir qu'il y a ça. L'idée, c'est vraiment de faire bouger la profession, mais dans un sens constructif. Vous avez vu, c'est ça qui est derrière. Et donc, voilà, faites du bruit. Allez frapper à la porte de vos voisins. Faites savoir que ces webinaires existent, et qu'on se retrouve, qu'on crée une communauté, et qu'on se tienne à jour, et qu'on se renforce et qu'on se renouvelle. C'est vraiment le meilleur moyen de rester en vie. OK ? Donc, pour moi, tout est bien.
J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est pas trop long. On se retrouve pour le premier live qui aura lieu le 17 décembre, le jeudi 17 décembre. C'est Pierre-Luc Lermite qui va aborder justement toute la question sciences humaines, toute la question épistémologie. Dans quel terme on peut parler de science ostéopathique sans se faire peur, justement, pour réconcilier un peu tout le monde là-dessus. Et ça, c'est pour la première session. Et pour ceux qui ne sont pas dispo le jeudi soir, Pierre-Luc refait son épisode le mardi 22 décembre, toujours à 21h. Alors, ce ne sera pas toujours le jeudi et le mardi, vous verrez, parfois c'est... justement, vu qu'on a des intervenants du Québec, il y aura parfois des séances le samedi après-midi, donc le samedi matin pour ceux du Québec. Enfin, regardez le planning. Vous avez toutes les... Ah pardon, j'ai oublié, Flavie me dit que j'ai d'autres slides. J'ai une dernière slide. Effectivement, j'ai oublié. J'ai oublié. C'était le bonus. Effectivement, merci Flavie. Donc Flavie, c'est mon épouse. On fait ça à deux, hein, forcément. Il y a plus dans deux têtes que dans une. Donc le dernier épisode, c'est la synthèse de tout ça. On va retrouver les 7 intervenants qui vont finalement nous dire, OK, on a vu tout ça, on sait les tenants aboutissants, qu'est-ce qu'on peut faire, de quoi on aurait besoin qu'on n'a pas encore, et voilà. Et on va les mettre ensemble et ils vont nous faire une synthèse sur aujourd'hui, en tant qu'ostéo, tout en gardant nos racines, notre identité, comment mettre en place une pratique éclairée ouverte, vraiment vers les autres, et au bénéfice de notre patient, de nos patients, et aussi de notre patient dans un parcours pluridisciplinaire. Comment s'insérer de manière harmonieuse là-dedans et apporter une pierre utile. Et donc ça, c'est la question de la pratique éclairée, c'est le 8e épisode. Donc c'est un épisode très important. Donc tout ça pour dire, j'avais fait cette petite animation mince quand même qu'on la mette quelque part. Voilà, tout ça, c'est la saison 3 de Cookie. C'est original, c'est sympa, c'est frais, c'est de qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez toutes les infos sur cookie.link, parce que link, c'est relier les gens. Donc, on est là pour se relier. Donc, cookie.link, on est sur Instagram et sur Facebook. Toutes les infos sont là. Vous pouvez nous contacter. On est très disponible. Voilà, écoutez. Et en même temps, à chaque fois que vous participez, vous soutenez la recherche à hauteur de 5 €. Et tous ces petits 5 € mis bout à bout, on va mettre en place un compteur pour vous tenir à jour à quel niveau on est dans cette tirelire, dans cette cagnotte qui va financer des projets concrets de recherche. On vous tiendra au courant de tout ça, mais donc vous-même, vous prendrez une part active dans la recherche pour le développement de votre profession. Et je trouve ça vraiment super. Bon, écoutez, c'était un plaisir, vraiment, j'adore. Ça m'a donné envie de les voir, sérieux. Donc, voilà, écoutez, à très bientôt et bonne soirée à tous. On se retrouve jeudi 17 avec